Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis avec Vincent et nous allons parler de Overcoming a False Sense of Security, une façon de démystifier pourquoi les entreprises font ça tout croche. Fait que je vais te laisser un peu amorcer le sujet, puis voir quand ça, on va aller en débat libre parce qu'en pré-show, on a vraiment abordé beaucoup de sujets. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on est capable de livrer pendant le show. Oui, ben en fait, effectivement, l'article, t'as nommé le titre. Là. Si je peux résumer ou la description sommaire que je ferais de l'article, c'est pas nécessairement que c'est mal fait, mais je dirais que autant les organisations que les professionnels en sécurité peuvent avoir un sentiment de sécurité parce qu'ils ont beaucoup de contrôles en place, mais est-ce les bons contrôles? Donc, l'article, dans le fond, c'est un peu de se questionner sur cet aspect-là. Donc, avons-nous les bons contrôles en place? Et l'article pousse un petit peu plus loin la question en disant est-ce qu'on ne doit pas un petit peu réapprendre nos façons d'identifier ou d'analyser les contrôles de sécurité pour implanter les bonnes mesures. C'est une façon de l'aborder. Moi, je le voyais sur le fait qu'on a domestiqué les choses, c'est-à-dire que autant la très haute gestion que les gens techniques sur le terrain ont un goût très fort d'arriver dans un contexte binaire, c'est-à-dire on est sécuritaire ou on ne l'est pas. Donc, ces deux populations-là nous amènent à puis comme toi puis moi, on est dans le milieu, fait que là, on prend un sandwich. La réalité, c'est que, puis c'est ça que l'article mentionne, entre autres, c'est que la sécurité n'est pas binaire. Et comme on essaie de vendre à la haute gestion que c'est binaire, ben là, les autres, ils achètent l'idée puis sont confortables avec cette idée-là. Puis les gens sur le terrain vont générer des règles qui sont beaucoup plus effectivement binaires. Est-ce que la règle de firewall bloque ou bloque pas? Est-ce que les choses marchent ou marchent pas? Okay. Fait qu'on est un peu dans cette zone-là. Ma perception est dans cette zone-là. Et que l'article mentionne qu'il faut désapprendre ce genre de choses-là. Dans le fond, c'est un peu malheureusement le fardeau est un peu sur nous, qui est dans le milieu. De devoir réussir à débinariser l'élément, le fait que ça soit non-binaire, le fait qu'on sait qu'on doive voir le risque, voir la sécurité comme étant un spectre très large de volets et d'éléments qui doivent être tenus en compte. Là. Oui, c'est une perspective, effectivement. Maintenant que tu en parles, là, je le comprends un peu plus là, dans le contexte de l'article. Effectivement, je ne l'avais pas vu tout à fait comme ça. Mais je dirais que tu vois, moi, cet aspect-là, puis ça, je veux pas dire que je suis biaisé, là, mais moi, je le vois, cet aspect binaire-là, ou non-binaire, je devrais dire, moi, je l'aborde en termes de gestion de risque. Donc, est-ce qu'on est sécuritaire? Effectivement, je pense que la réponse ne sera jamais noir ou blanc. Là. Fait que pour moi, je pense que j'étais peut-être rendu trop loin dans ma réflexion par rapport à l'article. Oui, ben effectivement, puis c'est ça, cet article amène justement ce volet-là qu'on a tendance à vouloir rassurer la haute gestion en donnant, puis la haute gestion le demande aussi, là, de dire oui, on est sécuritaire ou non, on n'est pas sécuritaire. Quand, en tout cas, toi, par ta profession, en plus, c'est en analyse de risque où on est tous dans une nuance de est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas le risque et à quelle hauteur on accepte le risque. Donc, on est vraiment dans un univers qui est autre, qui n'est pas genre on est sécuritaire ou on n'est pas sécuritaire. Là, on est un endroit sur le spectre et on accepte le risque qui va avec. Oui. Puis, en fait, ce que j'ai aimé, puis ce que j'ai beaucoup aimé de l'article, c'était, je vais dire, la catégorisation des informations ou des questions que les professionnels devraient se poser comme question dans le contexte là, de la sécurité. Je trouvais que il y avait des questions intéressantes qui peuvent aussi aider en gestion de risque, évidemment, mais qui sont critiques là, pour se poser la question justement, est-ce que mon contrôle de sécurité ou est-ce que ma sécurité est efficace? Est-ce que je suis sécuritaire, pas sécuritaire, peu importe. J'ai aimé certains aspects d'organisation structurante là, de l'article qui est définitivement une perspective que moi, je n'avais pas avant de lire l'article. Donc, il y a certains éléments là, que
que je connaissais pas avant de lire l'article. Puis je trouve que j'ai trouvé cet aspect-là intéressant. Il y a j'essaie de retrouver rapidement le nom d'une des méthodologies, là, mais si je la retrouve, je la mentionnerai. Là, mais bref, il y a des questions dans l'article. Définitivement, je trouvais que c'était pertinent à développer le sens critique d'un professionnel en sécurité. Oui, puis au-delà du sens critique, parce que puis c'est ça aussi où, quand je parlais de domestication, c'est qu'on a mis énormément d'énergie en mettant des contrôles, en mettant des directives en place, en mettant de la documentation. Puis des fois, dans certaines organisations, qui deviennent très, très lourdes et très encombrantes et donc sclérosantes en termes d'agilité. Puis justement, comme la nature même du cyber, c'est d'être agile, la menace évolue, les choses comme ça. Donc, en se structurant trop rigide, de façon trop rigide d'un côté, on s'enlève la capacité d'agir de façon efficace face à une menace changeante, face à une nouvelle vulnérabilité ou une nouvelle situation qui se présente à nous qui pourrait causer des soucis à l'organisation. Effectivement. Je me souviens qu'il y a une époque, c'est pas si lointaine, mais quand même, que l'idée, c'était justement d'ajouter des couches de... Je me souviens d'un gestionnaire là, avec qui je travaillais à l'époque qui parlait des pleurs d'oignons, là, des couches d'un oignon qui s'effritent, qui disait dans le fond que chaque contrôle ou chaque niveau de la pleure d'oignon amenait un niveau de sécurité supplémentaire, là, puis que c'était je vais dire entre guillemets bénéfique, là. Puis, à un autre moment donné, quelques années plus tard, là, il y a eu une tendance inverse. Là, on disait, là, il y a trop de contrôle. Puis, justement, pour être plus agile, pour être plus efficace, pas embourbé, peu importe si c'était quoi les équipes, que ce soit les équipes de sécurité, que ce soit les équipes de développement. Là, la perspective ou le mot d'ordre, c'était de dire, si vous vous rendez compte là, qu'il y a 5 contrôles cumulatifs, il y en a peut-être quelques-uns qu'on peut enlever puis que ça réduira pas ou ça augmentera pas le risque tant que ça là, ça nous mettra pas insécure justement si je fais le lien avec l'article. Fait que ça aussi ça m'a ramené ces souvenirs-là ces réflexions-là de l'époque. Ouais, il faut quand même maintenir, c'est ça, puis l'optimisation, parce que ajouter pour ajouter, ça sert à rien. Je ne vois pas la valeur. Moi, je ne suis pas nécessairement un fervent de cette approche-là. Puis en même temps, si on regarde, on s'appuie sur les frameworks de contrôle qui existent, dont le NIST, par exemple. Chaque contrôle sont relativement indépendants. Puis c'est un danger d'appliquer de façon des contrôles de façon aveugle sans les mettre en contexte. On revient toujours, la sécurité, c'est une question de contexte. Donc, si on le fait pas, on peut mettre tous les contrôles qu'on veut, mais s'ils ne s'additionnent pas pour avoir un résultat meilleur, ils ne sont juste que soit overlap, soit rajoutent pas de valeur, ou s'ils tombent et emmènent l'ensemble du système ensemble, on n'est pas plus avancé. Puis dire, on a vu beaucoup de failles. Il s'agit juste qu'il y a une porte dérobée dans le système et tous les contrôles de sécurité sont caducs. On a raté l'objectif, là. Oui, effectivement. Puis tu vois, ce que tu dis là me faisait penser à si on ajoute trop de contrôles. En fait, ce que je vois souvent dans les organisations, c'est non seulement on ajoute beaucoup de contrôles, mais c'est des contrôles, je vais dire, personnalisés, là, dans le sens qu'il n'y a pas de standardisation des contrôles. Donc, on pense à un environnement où on a un projet, on identifie une situation problématique ou à risque, puis là, on développe un contrôle pour cette situation-là. Puis là, on fait ça, mais je vais dire bout par bout, là, pour utiliser l'expression québécoise, plutôt que bout en bout, de dire je vais standardiser mon contrôle. Puis souvent en entreprise, on va parler d'architecture technologique là, pour adresser ou mettre un contrôle qui est équivalent puis qui est facile à gérer, je vais dire à la grandeur de l'organisation. Puis ça ne veut pas dire nécessairement centralisé, là. Ça veut juste dire qu'on applique le même contrôle partout. Donc, on ne vient pas créer une nouvelle recette à chaque fois. Non seulement ça facilite la gestion pour les équipes sur le terrain, mais
mais ça vient faciliter ou simplifier justement les différentes couches de sécurité qu'on met. Puis, ça permet aussi de faciliter les évaluations qu'on fait de notre environnement. Donc, si la question est-ce qu'on est sécure nous est posée, ben, on est plus capable de répondre parce qu'on sait qu'on a une certaine uniformité de nos contrôles. Mais autrement, dans l'article, moi, j'ai beaucoup aimé aussi il y a un graphique là, qui parle des biais puis des perceptions. Puis j'avais jamais vu ça de manière visuelle. Je trouvais ça intéressant. Là. Il y a une espèce de pyramide qui parle justement de confiance d'une personne face à une situation dans son évaluation de la sécurité d'une situation. Puis j'ai trouvé ça intéressant de voir les différents paliers ou différentes catégories qui étaient présentées. Puis je pense que ça peut aider plusieurs peut-être à avoir les débats à l'intérieur de leur organisation, de le présenter de cette façon-là. Moi, personnellement, j'ai jamais eu la possibilité de le présenter comme ça, mais aujourd'hui, quand je lisais l'article puis que j'ai vu ça, je trouvais ça intéressant. Puis dans certains cas, certains cas passés, j'aurais peut-être aimé avoir un modèle visuel comme ça pour m'aider ou aider les personnes avec qui je parlais pour aider dans les débats ou les discussions qu'on avait sur la sécurité. Ouais, c'est pas simple parce que justement, on amène dans des zones où on dit aux organisations, ben, vous avez investi beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas si sécuritaire que ça. Puis c'est comment réussir à amener tout ça vers un point de vue d'évolution, puis d'amener la communication, parce que c'est ça, il faut réouvrir. Puis l'article, on sent ça en arrière-plan. Là, c'est l'espèce de. On a investi beaucoup d'argent dans nos processus, on ne fait plus rien maintenant. Puis la réalité, c'est jamais ça, parce que tout doit évoluer, c'est malheureux. Parce que d'autres secteurs, ben, c'est malheureux. C'est pas malheureux, c'est la réalité, mais c'est parce que dans d'autres secteurs d'entreprise, généralement, qu'on a investi dans une capacité ou dans un processus, ben, celui-ci est rentabilisé pendant, des fois, 10, 15, 20 ans. En sécurité, c'est très rare qu'on a plus que 5 ans de rentabilité, et puis 5 ans, je suis généreux, là. Oui, exactement. C'est ça que j'allais dire. Là. Normalement, en sécurité, là, 1 an, 2 ans maximum, dépendamment de ce que tu fais. Mais effectivement, il y a un fond de réflexion dans l'article par rapport à ça. Là. Fait que effectivement, c'est un bon point là, que tu amènes. Et tout ça, malheureusement, le fardeau est sur nous dans le milieu du sandwich, de réussir à ramener la discussion, autant au niveau des gens de terrain pour leur faire comprendre que même si on met un firewall, on n'arrive pas à la sécurité, et autant aux gens plus à la haute direction, lesquels, même si on a investi X montant d'argent ou on a des super procédures, ça ne garantit pas la sécurité pour autant, et que c'est malheureusement une course qui est sans fin. Ouais, t'as raison que en fait, c'est drôle, je l'avais pas réfléchi comme ça. Encore une fois, ça fait peut-être trop longtemps que je suis dans le domaine. Moi, ça fait tellement longtemps que je le vois plus comme ça que pour moi, c'est pas une réalité. Là. C'est comme je veux pas dire que je l'ai pris pour acquis, là, mais j'ai comme l'impression que c'est ça que je suis en train de dire. Là, mais effectivement, le cycle on va appeler ça le cycle de vie, là, est très court en sécurité. Ben, je dis très court, mais encore là, 1 an, 2 ans, ce serait peut-être l'échelle que je donnerais aux éléments qu'on met en place. Ah, c'est ça, mais toi, t'es en analyse de risque depuis tellement longtemps que justement, ces éléments-là te sont moins perceptibles du terrain, puis de la très haute gestion. Moi, je suis vraiment plus pogné en sandwich entre les deux, où je dois converser avec les gens de terrain, justement, pour les amener à adhérer à des idées.
et je dois amener à la haute direction à comprendre les risques et ainsi de suite, de façon à ce qu'il faut qu'ils changent les systèmes pour qu'ils continuent à investir dedans. Donc, c'est toujours ce fameux débat-là, mais c'est intéressant de voir que ton point de vue est très différent. Puis sûrement, c'est la richesse de cette discussion-là. Ouais. Puis en fait, je dirais que en gestion de risque, on va avoir, tu sais, je reviens au côté binaire dont tu parlais là, en début de discussion. Les éléments de sécurité qu'on met en place, moi, je les vois toujours avec un ton de gris parce que pour moi, ça a toujours été comme ça. Mais j'avoue qu'au début, je vais remonter peut-être il y a 20 ans. On avait beaucoup plus la sécurité, c'était beaucoup plus je vais dire une checklist là, que les gens appliquaient. Là. Est-ce que j'ai mis mon contrôle en place? Oui. Puis, fait que mais ça fait, comme je disais tantôt, pour moi, ça fait très longtemps que je gravite plus autour d'organisations qui réfléchissent comme ça, là, parce il y a tellement d'éléments que c'est impossible de faire la checklist pour tout. Donc, en fait, c'est là que moi, j'ai commencé à être plus impliqué dans la gestion des risques. Là. C'est parce qu'à un moment donné, les organisations doivent sélectionner, prioriser, etc. Puis c'est là que la gestion de risque leur permettait de faire cette sélection, je vais dire naturelle. Mais l'article, si on revient à l'article, il y a une des sections qui parle d'incertitude puis d'instabilité. Puis pour moi, en gestion de risque, c'est des éléments que je trouve vraiment intéressants. Puis j'ai même d'ailleurs eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'un risque est toujours négatif. Il y a des risques qui peuvent être positifs, selon moi, pour une organisation. Puis à l'époque, j'avais la discussion avec des gens d'innovation. On parle beaucoup d'innovation ces jours-ci, autant en technologie que dans d'autres domaines. Puis pour moi, l'innovation, c'est un risque, mais c'est un risque la plupart du temps positif, dans le sens que si on est agile, si on pousse nos démarches, ben le risque est plutôt devrait générer de la valeur plutôt que de générer des pertes. Mais c'est un risque pareil parce qu'on pourrait dire on va essayer d'innover, mais on échoue à la fin de la journée. Le résultat de notre projet est peut-être pas bon ou on n'arrive pas aux fins auxquelles on voulait. Puis en fait, ce volet-là d'incertitude et d'instabilité dont il est mention dans l'article, je trouvais que ça se rapprochait beaucoup à la gestion de risque. Fait que, ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'il parle vraiment pas de risque. Hein. Je pense je vais faire une recherche rapide là, du mot risque. Là. Mais le terme n'est pas là très souvent. Non, et c'est ça, il y a une approche qui est très différente d'analyse de risque, mais qui, au final, met en valeur l'analyse de risque, justement, ou les outils de l'analyse de risque, comme étant cette capacité de s'adapter parce que c'est une lecture continue du terrain qu'on a ou de son environnement plus que du terrain, que l'analyse de risque amène. Donc, il y a des éléments comme ça. Puis d'ailleurs, il y a une roue, justement, le cycle A2RM, qui est justement l'anticiper, répondre, surveiller et prendre un risque, qui est un peu similaire au risque d'innovation que tu mentionnais, qui était justement un élément de prendre le risque puis vivre avec. Puis c'est probablement le seul endroit où il en parle de façon timide de cette prise de risque-là, mais elle est là. Ouais. Elle est quand même une roue. Puis là, contrairement à l'analyse de risque, on est habitué, là, elle est conçue dans un cercle qui est continu, dans lequel on fait chacune des phases et on revient toujours à refaire ce qui suit. C'est ça. Effectivement, j'ai fait la recherche rapide du mot risque. C'est plus dans la conclusion, vers la fin de l'article qu'on commence à en parler. Puis effectivement, la fameuse roue est intéressante. Encore là, la première fois que j'ai lu l'article, je trouvais c'est des concepts connus, mais apportés d'une perspective différente, avec des termes différents, avec des modèles différents.
Fait que pour moi, il y avait de la nouveauté là, du point de vue de comment c'était présenté, comment c'était structuré. Je reviens à ça. Puis j'ai trouvé ça rafraîchissant. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Là. Donc, c'est comment je dirais ça? C'est peut-être pas une lecture qui m'a appris des nouvelles choses, mais définitivement m'a amené une perspective différente. Oui, je suis très, très d'accord avec ça. De toute façon, c'est pas une très longue lecture, puis c'est très, très accessible comme document. Puis justement, ça aide à voir les choses d'une façon différente. Puis c'est un peu ça qu'on a besoin dans notre domaine, de voir plusieurs facettes d'une même situation, justement, pour être capable de mieux aborder, de mieux appréhender les choses qui se présentent à nous. Fait que, on va conclure sur ça parce que c'est pas un énorme article. Fait qu'on n'a pas besoin, je pense, de l'analyser beaucoup plus que ça. Je te remercie énormément. C'est toujours très intéressant d'échanger ça parce que cette différence de perspective nous permet justement encore pour moi, l'article m'a aidé à voir d'autres choses, mais justement, ta perspective m'a fait aussi avancer grâce à ça. Fait que j'espère qu'on a réussi à partager ça avec les auditeurs. Merci. Merci.